bonjour à tous. Est-ce que tu peux ôter le… Voilà, super. Merci. Alors, j'espère que tout le monde me voit et que tout le monde m'entend. Donc, je m'appelle Damien Poinsard. Je vais animer cette table ronde. On va aujourd'hui recevoir des TA linguistes sur la chaîne de TA Lingua. C'est un format nouveau, un petit peu spécial qu'on vous propose aujourd'hui. On va enregistrer cette émission, enfin cette vidéo, comme ça on pourra la voir par la suite. Donc d'abord quelques aspects techniques. Vous pouvez allumer votre caméra. Normalement, ça fonctionne. On a assez de bande passante pour que ça marche pour tout le monde et pour qu'on puisse se voir et puis discuter ensemble. En revanche, votre micro, essayez de le laisser éteint à moins que vous vouliez parler. Si vous voulez parler, vous pouvez l'allumer pour nous poser une question ou intervenir. Donc, voilà. Troisième petite information concernant le… Ah oui, ça se connecte encore tout doucement. Troisième petite information concernant les échanges. Il y a dans le Zoom là, que nous utilisons un chat. Donc, c'est marqué en bas « chat ». Et vous pouvez, dans ce chat, poser des questions, faire des remarques. Ma collègue Camille, qui est à côté de moi, recueille les questions, les rassemble et vous les pose et me les posera voilà. Soit au fur et à mesure si le moment est opportun, soit à la fin de nos interventions. Voilà, il y a encore des gens qui arrivent. Donc, voilà. Donc, je rappelle, éteignez vos micros, à moins que vous vouliez intervenir, bien évidemment, et essayez d'allumer votre caméra pour qu'on puisse échanger et que ça soit un petit peu plus convivial. Donc, je commence par me présenter. Ensuite, je vais présenter TA Lingua un petit peu. Ensuite, je vais présenter les différents TA linguistes qui vont intervenir ce soir. Je vais leur poser 2-3 questions. Et ensuite, ce sera à vous de nous poser des questions, de nous demander, de nous interroger, de témoigner. Et on va essayer de faire de tout ça une petite discussion sympa. Ça arrive encore. Ouais, c'est vraiment super. Très bien. Donc, je commence. TA Lingua. TA Lingua, c'est d'abord une méthode pour apprendre les langues. Voilà, c'est une méthode qu'on a créée avec ma collègue Marjorie Nadal qui doit nous écouter d'une petite oreille ici il y a à peu près une dizaine d'années. C'est la rencontre entre 3 disciplines qui sont le théâtre, l'enseignement des langues et l'animation de groupe, l'animation populaire quand on prend un groupe en charge et qu'on l'emmène vers le plaisir et la joie. TA Lingua fait 2 choses. D'abord, intervient avec des groupes dans les écoles pour aider à l'apprentissage des langues. Et puis, TA Lingua forme des TA linguistes. Donc, c'est un nouveau métier, un métier émergent, un métier qui n'existe pas dans le dictionnaire. Les TA linguistes sont les spécialistes de l'apprentissage des langues par le théâtre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va, en tant que TA linguiste, c'est qu'on va prendre en charge un groupe et l'amener à apprendre une langue avec un biais. Ça s'appelle de la pédagogie de projet. Donc, on ne va pas dire on apprend une langue tous ensemble. On va dire on va faire une pièce de théâtre tous ensemble. Cette pièce de théâtre, elle est en langue étrangère. On la fait ensemble et tout en faisant la pièce de théâtre, on apprend différentes façons différentes techniques pour l'apprentissage des langues. Donc, TA Lingua est basé sur 3 piliers très, très importants qui sont le corps. Le corps, on utilise son corps pour faire des choses ensemble. Le deuxième pilier, c'est l'engagement. On engage les participants à quelque chose, on les inscrit dans un projet, on leur donne le choix. Et le troisième pilier, c'est le collectif. On fait les choses ensemble. Jamais on va laisser un enfant sur une estrade avec un texte de Molière tout seul à réciter en l'applaudissant après. Jamais, on va toujours faire les choses tous ensemble et aller tous ensemble sur un projet. Nous, on a l'habitude de composer la méthode TA Lingua comme une pyramide avec 6 étapes, 6 grandes étapes qui sont d'abord être ensemble, avoir confiance tous ensemble. Ensuite, apprendre des outils du comédien.
Ensuite, doucement, aller vers le texte, l'improvisation, être créatif avec son corps et avec les autres. Après le texte, évidemment, créer un texte, ensuite la mise en scène et ensuite le spectacle. Donc, un spectacle, chez nous, est vraiment la dernière pierre qu'on apporte à l'édifice. On fait des choses petit à petit et pour arriver à la fin au spectacle. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. On va maintenant appeler les théalinguistes qui vont essayer de se connecter, de dire bonjour. Je vais vous les présenter et je vais leur poser quelques questions. Ils sont magnifiques avec des bibliothèques et tout. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anaïs, bonjour Kim, bonjour Emma, bonjour Anouk, bonjour Alessandra. Il y a Axel aussi qu'on attend, j'espère qu'il est là. Bonjour. Oui, il est là, super. Voilà. Donc, je vais vous présenter, mes chers théalinguistes. Je vais vous présenter et je vais vous poser une petite question d'introduction. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la question, mais je vous la pose quand même. D'accord? Et je rappelle à tous nos auditeurs qui nous regardent que vous pouvez allumer votre caméra. Notre bande passante est suffisamment solide pour pouvoir supporter tout le monde. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les inscrire dans le chat. Comme ça, ma collègue qui est à côté les récupère et elle peut me poser les questions au fur et à mesure. Donc, on va commencer par Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour. Anaïs, tu es une artiste qui se sert de son corps pour travailler. Tu peins, tu joues du théâtre physique, entre autres. Tu encadres des enfants, des adultes dans des projets artistiques. C'est bien exact? Oui, tout à fait. Et bien entendu, tu es aussi théalinguiste. Alors, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a émerveillé ces derniers jours? En fait, oui, c'est assez régulier, en fait, un nouvel émerveillement, pardon. Moi, c'est en général quand je vois que les choses fonctionnent et trouvent leur place, en fait, en très peu de temps, je suis toujours émerveillée, justement, de voir que ce soit un groupe d'enfants ou un groupe d'adultes, en si peu de temps, toutes les choses qu'on peut faire. Et de la même façon que moi, je suis émerveillée quand je vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne quand moi, je travaille sur un de mes projets artistiques, par exemple. Voilà, c'est régulier. Tu peux nous donner un exemple? Par exemple, un exemple très personnel, je suis sur une création personnelle, donc je suis à la fois comédienne et metteur en scène de mon propre spectacle. Ouais. Pour le moment, je suis toute seule. Et donc, c'est difficile de faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'être en recherche physique, corporelle, et à la fois d'avoir un regard de metteur en scène, être comédien et metteur en scène en même temps, dans le même temps, c'est compliqué. Donc, en fait, pour me libérer, j'improvise et je travaille toute seule et je me filme. Et donc, je donne rendez-vous à mon cerveau, à mon côté metteur en scène plus tard. Et donc, j'ai le plaisir de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est régulièrement quelle joie de voir, OK, ça fonctionne. D'accord. Ça, je peux aller plus loin. Voilà, par exemple. Super, merci beaucoup. Je vous présente Kim. Bonjour, Kim Lutzinger. Bonjour. Bonjour. Kim, tu es ingénieur pédagogique. Oui. Tu es responsable de coordination de projet chez Novatrice à l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse. Tout à fait. Tu es traductrice. Un peu. Beaucoup. Tu parles 4 langues. Tu as un enthousiasme et une bonne humeur et une joie de vivre incroyable. Je viens de passer une semaine avec toi dans une formation, c'était vraiment super. Tu es à l'écoute des autres et extrêmement positive. Et bien sûr, Kim, tu es théalinguiste. Mais oui. Kim, qu'est-ce qu'on t'offre à Noël? euh, et c'est quoi cette question? On m'offre plein de trucs à Noël, en fait. Tout et n'importe quoi. Des éplucheurs, des chaussettes, du vin, du chocolat, des boîtes en fer. Et en fait, moi, j'aimerais recevoir des livres parce que, comme on voit, j'adore les livres et j'aime tout dans les livres. J'aime les sentir, j'aime les partager, les lire, les donner. Beaucoup les donner, en fait, plus que de les prêter. Il y a un truc dans le passage que j'aime bien avec les livres. Je crois que je suis une passeuse. Un truc avec la traduction aussi. Voilà. Et comme on voit, je m'emporte un peu vite avec les bouquins, donc j'aime vraiment beaucoup ça. Et peut-être que c'est
pour ça qu'on m'offre des chaussettes, en fait. Voilà. Ça dure plus longtemps que le livre, non? Ouais, puis j'en parle moins, comme ça, je ne monopolise pas la parole devant le sapin, tu vois. Je vois. Merci beaucoup. Je te poserai une question un peu plus tout à l'heure sur ton travail, tout ça. Alessandra, est-ce que tu es là? Je ne la vois pas. Oui, Alessandra, bonjour. Bonjour. Alessandra, tu es professeur de langue. Oui, Tu sais travailler avec les masques de Commedia dell'arte. oui, c'est ça. On entend à ton accent, tu es un petit peu italienne, hein, complètement même, hein, Beaucoup. et tu sais motiver tes élèves pour apprendre. Tu es très engagé dans tes projets et bien sûr, tu es théalinguiste. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, Alessandra, tu étais dans un garage en pleurs désespérés. Est-ce que tu as pu réparer ta voiture? Bien sûr, j'ai pu réparer ma voiture. Et effectivement, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais dans le bureau du garagiste parce qu'on avait décidé d'échanger au sujet de cette table ronde et moi, je devais à tout prix amener ma voiture chez le garagiste. Donc, elle m'a prêté son bureau, ma voiture a été réparée et je suis très contente parce que ma voiture, c'est un peu mon outil de travail. Ça me permet d'aller dans mes 2 collèges et rencontrer mes élèves, voilà, un petit peu agités, mais aussi très demandeurs d'attention. Ça me permet aussi de sillonner l'Académie de Grenoble pour aller chercher des collègues, par contre, voilà, friands aussi de nouvelles idées, de nouvelles méthodes pour enseigner d'une façon un petit peu différente et peut-être plus efficace aussi les langues vivantes. Ce n'est pas simple. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup. On reviendra vers toi tout à l'heure. Anouk, bonjour Anouk. Bonjour. Bonjour Anouk. Anouk, tu es formatrice, tu es coach psychosomatothérapeute, c'est bien, c'est exact, C'est ça. et enseignante d'allemand. Oui. Tu aimes danser. J'adore. Tu as vécu longtemps sur l'île de la Réunion. Et c'est 10 un ans. plaisir de travailler avec toi. J'ai déjà travaillé avec toi plusieurs fois et c'est vraiment un plaisir. Et en plus de tout ça, tu étais un linguiste. Est-ce que tu peux me dire ton poème préféré? Mon poème préféré, il y en a beaucoup. Spontanément, bon, puisque je suis germaniste, je vais vous dire un poème allemand. Récemment, j'ai partagé sur un réseau un poème de Rilke qui s'appelle Was mich bewegt. Il y en a aussi plein d'autres de Rilke. Il y a Der Kuss, il y a aussi Stufen, les étapes de Hermann Hesse qui évoque les différents recommencements, les adieux et les retrouvailles. Et, voilà. Et puis pour moi, tous ces poèmes, en fait, le poème idéal pour moi, il serait en multilingue, parce que j'aime beaucoup les langues en général, pas seulement l'allemand. Et ce serait un poème mis en musique. Il y a beaucoup de poèmes allemands mis en musique, et un poème sur lequel on pourrait danser. Et en fait, ça, pour moi, ça fait un peu le pont avec le théâtre, parce que je trouve que ce qui est bien dans le théâtre, c'est qu'on peut y intégrer de la poésie et du poétique, de la musique et de la danse, vu que j'aime la danse, donc la chorégraphie, voilà. Le lien entre, pour moi, la poésie, le théâtre et le monde des langues. C'est parfait, j'adore ta réponse. C'est pas une réponse scolaire. Mais non, on va passer à Axel. Axel, bonjour. Je ne sais pas si tu m'entends. Bonjour. Oui, bonjour. Axel, tu es chargé de l'organisation des cours et des examens à l'Institut français de Berlin. Tu es président d'une association théâtrale aussi à Berlin qui s'appelle La Ménagerie. Tu es comédien, tu es metteur en scène, tu es chargé de projet à Théalingua. Tu travailles avec moi, on a travaillé ensemble aujourd'hui. Et bien sûr, tu es théalinguiste. Question, Axel. Pourquoi tu fais tout ça? Je pense que déjà, j'ai besoin d'argent. Ça, c'est une chose importante dans la vie. Mais disons que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'activité. J'ai besoin constamment de faire des choses. J'ai beaucoup de mal à rester assis chez moi, à ne rien faire. Et puis, je t'ai rencontré il y a 4 ans, il y a 5 ans, je pense, et que avec toi et avec d'autres personnes, je me suis passionné pour le théâtre.
Et grâce à mon travail à l'Institut français, grâce à Théalingua, grâce à la ménagerie, c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes et c'est ces rencontres-là qui me poussent en fait à m'investir et à faire toujours plus pour vivre cette expérience jusqu'au bout et pour multiplier toutes les expériences, de faire tout ce que je peux tant que je peux le faire. Voilà. Tout ça au risque d'avoir un emploi du temps beaucoup trop chargé. Voilà. Mais non, on peut quand même aller boire des coups avec toi, je pense. Rarement, rarement. Et la dernière linguiste que je voudrais vous présenter s'appelle Emma. Je ne la vois pas sur mon écran, mais j'espère qu'elle est là. Tu m'entends, Emma? Oui, je t'entends, Damien. Bonjour, Emma. Emma, tu es animatrice socioculturelle, animatrice linguistique. Tu es linguiste, tu développes des projets en franco, en allemand avec des jeunes. Et ce qui te caractérise, c'est ta volonté d'entreprendre. Tu es calme, tu es sympathique et c'est un plaisir d'être avec toi au quotidien. Tu me fais rougir, même si tu ne le vois pas. Emma, ma question, pour te connaître un peu mieux, qu'est-ce qui t'a rendue heureuse ces derniers jours? Waouh, vaste question. Je vais répondre avec simplicité. Là, je suis de retour dans ma région natale, en France, sur la côte atlantique. Et on a des journées tellement plus longues que celles qu'on vit à Berlin que c'est vraiment un bonheur. Et puis, les viennoiseries tous les matins, voilà. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. C'est vrai que la douceur de vie. Et donc, tu vas à la mer tous les jours? J'aimerais, mais non. Il ne fait pas aussi beau que ça. Ok, alors on a fait le tour de tous nos linguistes. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. Voilà, j'ai vu qu'il y avait déjà une question qui avait été posée. Il y a Camille à côté de moi qui les rassemble. Et si vous voulez intervenir spontanément parce qu'on n'est pas clair, vous pouvez lever la main. Et évidemment, activez votre micro pour parler. Et encore une fois, vous pouvez mettre votre caméra, c'est bon, hein, ça va tenir. Je vais vous poser une question à chacun de vous. Tu es un linguiste et vous allez essayer d'y répondre comme vous pouvez. On a un peu préparé ça. N'hésitez pas à être spontané dans vos réponses. D'abord, Kim, je te pose une question. Kim, qu'est-ce qui se passe quand un linguiste étranger intervient dans un groupe? Je suis un linguiste, je suis français, je travaille en Italie pour apprendre aux Italiens à apprendre le français. On va faire un projet ensemble. Moi, je suis français, je viens avec ma langue, avec ma culture. Je viens dans ce groupe-là d'Italiens, d'ados italiens de 14 ans, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau interculturel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça chamboule? Alors déjà, tu es un intrus, en fait. Tu arrives dans un espace où le groupe d'Italiens, on va dire peut-être, imaginons c'est des collégiens par exemple, des élèves, ou même, c'est peut-être le public le plus cible de Théalingua, donc on va dire, on est des collégiens italiens, et toi tu débarques avec ta langue, le français, et avec tes gros souliers de personnes qui n'est pas là d'habitude en fait, et tu perturbes mon espace de classe dans lequel j'avais appris à interagir avec mes camarades de classe et mon professeur. Et, les habitudes, quoi. Voilà, c'est un espace où je me sentais en sécurité et tout à coup, il se passe que Damien débarque. Et forcément, la première réaction, c'est un peu de la gêne, peut-être des rires, enfin voilà, surtout à cet âge-là, de comment on se cache en fait derrière quelque chose, on se replie sur soi. Et puis après, va falloir quand même faire quelque chose ensemble parce que tu vas rester là un moment et ils vont pas avoir le choix. Ils vont devoir faire quelque chose avec toi. Et arrive la question de tu vas leur parler dans une langue étrangère. Et alors, tout dépend, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas eu d'italien ou de français. Je parlais français, mais peut-être l'allemand, j'aimais pas ça. Et du coup, l'idée de devoir faire l'effort, en plus de devoir parler à une nouvelle personne qui arrive dans une langue dans laquelle je suis pas à l'aise et j'aime pas trop ça, c'est un effort et un engagement dont je dois faire preuve qui n'est pas évident de prime abord. Et donc, on a ces deux choses-là, deux langues différentes, de
cultures, enfin même plus que 2 cultures différentes, parce qu'il y a le français et l'italien, mais il y a aussi qui je suis, comment je me situe, quelle est mon histoire, etc. Ma culture Voilà. sociale, un peu. Ouais. Exactement. Et en fait, le boulot du théralinguiste, donc ton boulot, en fait, va être de déconstruire ça et de reconstruire quelque chose sur la base de ce que vous allez partager, en fait. Vous allez ensemble construire un spectacle ou faire une petite création ou quelque chose si c'est un temps plus court. Et vous allez travailler ensemble à la construction d'une culture commune, en fait, qu'on appelle, en fait, dans le jargon scientifique, une culture tierce. Donc, ensemble, vous prenez vos 2 cultures et vous faites un truc à vous, en fait. Et là, ça n'a plus tellement d'importance de savoir que c'est des cultures différentes à la base. L'idée, c'est de faire du commun, de construire ensemble, d'avoir envie de se parler, d'avoir envie d'échanger et donc d'aplanir les différences, en fait. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on arrive dans un projet commun, un objectif commun. On va faire quelque chose ensemble, en fait. Maintenant, on va se mettre tous ensemble et on va faire un spectacle. Et ça déplace complètement la problématique de la langue. Parce que la langue, en fait, quelque part, on s'en fiche. On veut juste faire ensemble et on utilise une langue juste pour faire ensemble. Et forcément, on ne se focalise plus de la même manière. On passe dans l'oralité aussi. On n'est plus dans l'exercice de grammaire, le cahier, etc. Ouais. On se lève, on utilise le corps, etc. Après, moi, je ne suis pas la meilleure placée pour parler du corps. Je pense que d'autres le feront mieux que moi après sur d'autres questions. Mais il y a ce passage par autre chose que par l'apprentissage. On est dans une langue de création et puis dans une langue d'apprentissage, en fait. Donc, ça déplace complètement et ça libère. Et ensemble, du coup, vous allez construire quelque chose. Vous allez créer votre espace de travail, en fait, qu'on appelle environnement capacitant, quand on veut utiliser des gros mots de chercheurs, et qui permet, en fait, c'est un environnement qui est agréable, dans lequel on se sent bien, on se sent libre, on a la capacité d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, et qui permet justement de développer autre chose et de travailler ensemble d'une autre manière. C'est un peu un cocon de sécurité dans lequel on peut inventer, enfin faire des choses. Exactement, quoi. voilà. Ouais. Et ton rôle à toi, ce sera de les accompagner. C'est eux qui sont acteurs tout à coup. Et ça change complètement, ça renverse la dynamique et ça permet en fait de créer quelque chose ensemble et tu fais partie d'eux. Tu n'es plus quelqu'un d'une autre culture, vous êtes ensemble. Voilà. Bonjour Marjorie. Oui, alors il y a cette histoire de posture que tu parlais de posture d'accompagnant, c'est ça, hein, posture d'accompagnement, voilà. C'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre, on fait le même métier, on a toujours les mêmes objectifs, apprendre une langue, mais on le fait avec un autre biais, avec d'autres postures. Eux, enfin les enfants qui participent au projet ont, eux, une posture de créateur, ils sont moteurs, ils sont engagés, et le théralinguiste a cette posture d'accompagnant qui n'est pas celle de prof. C'est ça, enfin, Tout à fait. Tu n'es pas un professeur, tu es là pour les accompagner dans la création du spectacle et les accompagner aussi dans la langue, en fait, parce que tu es expert de ta langue, vu que tu es francophone. Ben oui. Tu n'es pas prof, mais tu es expert. Donc, ils vont s'appuyer sur toi et pour créer et pour apprendre la langue. Et c'est là où leur rôle est complètement différent et où leur rôle à eux change beaucoup parce qu'ils sont complètement acteurs de ce qu'ils vont faire. Ils vont créer et c'est eux qui décident, en fait, de ce qu'ils vont faire. Absolument. C'est très juste. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais passer à Alexandra. J'ai une question à te poser. Tania, ouais. Anouk avait envie de réagir. Ah, pardon. Vas-y, Anouk. Je voulais réagir spontanément. Ouais, je t'ai pas vu, excuse-moi. Ouais, à ce que disait Kim sur le rôle d'accompagnant, en disant qu'effectivement, en tant que théralinguiste, on n'est pas professeur. Mais je voudrais juste dire que l'un n'empêche pas l'autre, puisqu'il y a beaucoup de professeurs qui se forment à la méthode Théalingua, comme Alessandra et moi. Et que de toute façon, maintenant, de plus en plus, en tant que professeur de langue, et professeur tout court, je pense, on est plus dans un rôle d'accompagnant de toute façon. Mais que l'activité théâtrale avec Théalingua, ça replace aussi moi je dirais vraiment le plaisir en fait au centre de l'apprentissage. Le plaisir et l'engagement autour d'une méthode différente, voilà, beaucoup plus active. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Alessandra, du coup. Très bien. Alors, Alessandra? Oui.
est-ce que tu peux nous expliquer en quoi un projet comme Théalingua aide à l'apprentissage d'une langue? Toi, Oui, tu as déjà tu as les deux rôles, en fait, dont parlait Anouk, c'est-à-dire le rôle de professeur et le rôle de théalinguiste. tout à fait. Oui, alors bon, d'abord, il faut quand même réfléchir sur le fait que l'enseignement des langues vivantes a beaucoup évolué hein, dans les dernières années. On est passé à la méthode actionnelle où il faut faire quelque chose en langue plutôt que d'apprendre des choses et les réciter. Là, on est bien d'accord. Mais pour les enseignants, je parle notamment en France, il y a un gros souci et c'est l'expression orale. Et nous savons que les élèves en France sont confrontés quand même à deux épreuves orales qui sont quand même assez difficiles. Donc, c'est l'oral du DNB, donc à la fin de la troisième, et le grand oral en terminale pour le bac. Alors, les professeurs, et pas que les professeurs de langue, mais du coup, là, on parle des professeurs de langue, sont un peu démunis face à cette expression orale. Qu'est-ce que c'est que l'expression orale? Il ne suffit pas d'apprendre une langue, de connaître le lexique, la grammaire, le vocabulaire pour arriver à s'exprimer. Il y a bien sûr tous les traits prosodiques, tout ce qui est rythme, accent, débit de la langue. Et il y a aussi le corps, parce que à part nous, les Italiens qui parlons beaucoup avec les mains, nous savons que le corps est très important lorsqu'on parle, quelle que soit la langue. Donc, il y a le regard, il y a l'émotion qu'on transmet aussi avec le corps, il y a la posture. Voilà, il n'y a pas que la voix. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe avec le théâtre? En fait, les techniques théâtrales vont fournir de la matière, c'est-à-dire que l'enseignant de langue va s'appuyer, va chercher dans les techniques théâtrales et en fait, on pense aux pratiques des comédiens, en fait, leurs exercices de tous les jours. Donc, on s'appuie sur ça pour essayer de rendre son enseignement, on va dire, notre enseignement en tant que professeur de langue un peu plus vivant. Voilà. Mais ce n'est pas simple pour un enseignant hein, des langues. Pourquoi? Parce que d'abord, les enseignants n'ont pas de formation théâtrale, sauf des passionnés ou des personnes qui, voilà, comme moi, moi, je fais du théâtre depuis que je suis née presque, mais voilà, normalement, dans la formation initiale et même dans la formation continue d'un enseignant, on n'a pas forcément beaucoup de formation théâtre. Voilà. Donc, De ça, formation corporelle, j'ai l'impression aussi. oui, exactement. Le corps est un peu oublié dans la formation de l'enseignant. Exactement. Le corps est complètement oublié. Donc, il faut que l'enseignant donc, ait une grande motivation pour se former. D'où l'interlinguiste qui rentre en scène, en fait. Parce que, comme justement Anouk l'a très bien expliqué, il y a deux cas de figure. Soit l'enseignant donc, est passionné de théâtre et décide de se former, de devenir théalinguiste lui-même, soit l'enseignant fait appel à l'expert, donc au théalinguiste et qui va accompagner donc le groupe. Moi, je dirais quand même qu'il faut, moi, vraiment, pendant des années, je dirais toute ma carrière, j'ai essayé de trouver un pont entre le théâtre et les langues, entre tout ce qui est apprentissage et tout ce qui est théâtralité. Et en fait, c'est une évidence. Maintenant, je peux dire que c'est vraiment non seulement une évidence, mais aussi une nécessité. Et Théalingua, c'est ça, en fait. Voilà. Qu'est-ce que Théalingua peut apporter aux enseignants et aux élèves? Pour moi, c'est avant tout une structure. Et c'est trois composantes, en fait. La composante pédagogique, la composante linguistique et la composante créative, théâtrale. Donc, ce qui fait que donc, les élèves, on l'a très bien dit tout à l'heure, donc c'est à nous que je crois, rentrent dans une pédagogie de projet et ensemble font un chemin. Chacun son rythme. L'objectif, c'est d'arriver à une création, ne serait-ce qu'une petite création artistique. Mais il faut arriver à cet acte de création. Et pour y arriver, chacun emprunte le même chemin, mais à un rythme différent. Et ensemble, tout le monde atteint l'objectif. Et c'est en fait l'objectif de tout apprentissage, que ce soit apprentissage d'une langue ou apprentissage tout court. Voilà, je pense que Théalingua nous donne effectivement cette structure. Je comprends tout à fait. Est-ce qu'un des théalinguistes veut réagir par rapport à ça? Non? Ouais, c'est super clair. Emma, je voudrais te poser une question. Quels sont...
ouais, quelles sont pour toi les compétences psychosociales? Peut-être tu peux nous définir un petit peu ce que c'est qu'une compétence psychosociale. Tu veux que je le fasse? Quelles sont les compétences psychosociales qui sont développées et qui vont au-delà des langues dans un projet Théalingua? Avec les enfants, on va développer certaines compétences qui sont autres que des compétences scolaires. Il y a d'autres choses. On va faire d'autres choses. On va aller un peu plus loin. C'est Tu ça. peux nous parler un peu de ça? Ils sont en dehors aussi des compétences du coup linguistiques, créatives Ouais. et pardon, la Et troisième. pédagogique, ouais. Pédagogique. Elles sont justement là. Elles sont justement pédagogiques, ces compétences, ouais. Elles le sont, ouais. Pour moi, la première compétence psychosociale qu'on exploite lors d'un atelier de Théalingua, c'est l'écoute du groupe. C'est un des premiers exercices qu'on va mettre en place avec le groupe sur lequel on intervient, que ce soit un groupe de jeunes, d'enfants ou d'adultes d'ailleurs. C'est toujours la même chose. On va travailler sur le fait de se passer une intention autant dans le geste que dans la voix, que dans le regard par rapport à l'autre. Et donc, du coup, d'être sûr que l'information qu'on donne, elle est aussi reçue. Et c'est, par exemple, si je peux donner un type d'exercice pour développer l'écoute du groupe, on utilise l'exercice « je prends, je donne » qui consiste en cercle à donner une énergie et à la prendre, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on a fait le tour du groupe. Et après, si vraiment cette écoute, elle prend, on peut aussi ne pas se la passer forcément dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse, mais à quelqu'un à travers la pièce, ou même en marchant, en étant dans le mouvement déjà, on devrait pouvoir faire ça si on arrive à un niveau d'écoute très élevé. Ensuite, pour moi, la deuxième, enfin pas la deuxième, mais une autre qu'on développe tout de suite des ateliers, c'est au niveau des marches. C'est dans un déroulé d'atelier, c'est quelque chose qui arrive très vite, et donc du coup, c'est la prise de conscience de soi dans son corps, mais aussi dans l'espace, parce que comme dans le théâtre, il est important d'occuper tout l'espace, il est important aussi de prendre conscience de la place que nous, on prend dans cet espace-là et comment on va l'occuper. Et après, très vite aussi, on rajoute dans les marches l'élément du groupe, et donc du coup, de prendre conscience de ce qui nous entoure, de quand on croise un camarade ou quelqu'un avec qui on fait l'atelier, de prendre le temps de le regarder, de faire attention. Et donc, moi, j'interviens beaucoup auprès de publics adolescents, de scolaires adolescents. Et donc, ce que j'essaye de mettre en place comme cadre rapidement avec eux pour qu'ils puissent d'abord exploiter cet exercice-là individuellement, puis dans le groupe, c'est de ne pas jouer à se cogner les uns les autres, parce que c'est un effet de groupe qui se fait assez facilement, je pense, pour détendre l'atmosphère entre eux. Pour se rassurer, ouais. Et du coup aussi, ça permet aussi, j'espère, de respecter les espaces de chacun, puisque quand on marche dans un espace qui est plutôt restreint, en fonction des salles dans lesquelles on peut faire des ateliers, parfois on est proches les uns les autres, et il faut aussi pouvoir respecter ces espaces-là et apprendre à les respecter. Et enfin, par rapport à mon expérience à moi, auprès de jeunes adolescents scolaires, ce qui peut être très vite difficile au sein d'un groupe, c'est de maintenir une concentration, une motivation et un engagement tout au long de la séance. On peut avoir parfois des séances d'1h30, ce qui peut paraître assez rapide pour nous, théalinguistes, mais qui est en fait relativement long pour les jeunes scolaires allemands, parce que leur séance de cours, c'est 45 minutes. Donc 1h30, ça fait déjà 2 séances de cours. Et donc du coup, en plus de ça, arriver dans une langue étrangère qu'ils ne comprennent pas, parfois au bout d'1 ou 2 exercices, on perd le groupe, et c'est comme un soufflet, ça tombe. Donc ce que moi je mets en place la plupart du temps, c'est de soit reprendre un exercice qui permet au groupe de se remettre dans quelque chose dans lequel ils comprennent et ils sont à l'aise, et ensuite, une fois qu'ils ont retrouvé cette stabilité-là, on va dire, de pouvoir les pousser un peu plus loin pour qu'ils se fassent confiance, et qu'en fait,
en allant plus loin dans l'exercice, ils puissent ensuite trouver cette motivation d'aller plus loin dans leur créativité. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as l'impression que quand tu prends un groupe que tu suis pendant plusieurs séances, est-ce que tu as l'impression qu'on apprend et qu'on est on est de plus en plus fort sur une notion psychosociale? Par exemple, sur la concentration. Au début, tu as un groupe qui n'arrive pas à se concentrer et puis au fur et à mesure de faire des exercices, de s'entraîner, de faire des choses ensemble, on y arrive. Est-ce que c'est flagrant? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que… Pour moi, ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup fait des séances d'initiation, donc 1 heure et demie auprès d'un groupe que je ne vois qu'une fois. Ouais. Et l'engagement est effectivement pas le même par rapport à un autre projet. Et pour l'instant, c'est le seul que j'ai eu l'occasion de faire de 3 jours, où il y a une finalité à la fin. On se revoit tous les jours. Donc en fait, aussi, on apprend à connaître les élèves avec qui on évolue et ils apprennent aussi à nous connaître. Donc il y a aussi ce lien-là qui se crée. Quand on reste une semaine ensemble pour faire un spectacle, par exemple. C'est ça, par exemple. Et ça permet aussi de voir leur façon de travailler, puisque parfois, en 1 heure et demie, malheureusement, on ne peut pas toujours individuellement travailler sur les différentes composantes de ce groupe-là, donc sur les différents participants et participantes. Et donc, travailler sur plusieurs jours, c'est toujours l'idéal, puisqu'on a vraiment le temps de développer au cas par cas les capacités de chacun et de chacune. Est-ce que les autres linguistes, ça vous éveille des remarques, ce qu'elle vient de dire, Emma? Ouais, il y a Anouk qui, je vois, tu lèves la main? Ouais, vas-y, interviens spontanément, vas-y. Hein. Oui, ben ça m'éveille des souvenirs, des bons souvenirs. Quand Emma dit que effectivement, ça crée un esprit de groupe, une cohésion, on apprend à se connaître, on apprend à faire quelque chose ensemble. Dans les élèves, parmi ceux qui aiment ou qui n'aiment pas l'allemand, au départ, en fait, dans toute leur scolarité, souvent quand on leur demande de ce qui les a marqués, c'était le séjour en Allemagne. Alors, souvent dans les séjours, ça peut permettre à Terlingua d'animer des séjours franco-allemands, franco-italiens, etc. Donc, ça a toute sa place. Et donc, moi, ce qu'ils ont dit, c'était les séjours, les échanges et l'atelier théâtre, quand il y a eu un atelier théâtre. Ah oui, d'accord. Donc voilà, sauf que bon, moi j'en ai animé avant de connaître Terlingua et je pense qu'avec Terlingua, le petit plus, c'est que la variété des exercices à l'intérieur de la structure, moi je trouve que ça apporte une structure qui permet en même temps d'être créatif et de se rencontrer sur des exercices qui vont vraiment plus souder le groupe. C'est un super plus, je trouve. Et c'est vraiment, vraiment ce qui marque une scolarité, je trouve. Je suis un peu d'accord. Je vais te raconter une anecdote. Ça m'est arrivé de manger dans un restaurant et qu'il y a un homme qui avait 25-26 ans qui est venu me voir. Et bonjour. Et il m'a dit, vous étiez mon prof de théâtre. Et ça m'a bouleversé en fait, parce que moi, je me souvenais plus de lui. Évidemment, il avait complètement changé. Mais lui, il m'avait toujours en tête et j'avais pas tellement changé en fait. Voilà. Et pour lui, c'était bouleversant de revoir en fait son enfance à travers. Voilà, tu as marqué de ta présence. Ouais, c'est intéressant. Merci beaucoup, Anouk. Je vais continuer avec Axel. Je vais te poser une question bête et tu vas me répondre intelligemment. Axel, comment est-ce qu'on fait pour construire un programme Terlingua? C'est-à-dire que là, vous venez, on va faire une journée, on va faire 3 jours de théâtre en langue étrangère avec mon groupe. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu fais ça toute la journée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Comme tu l'as dit, le point de départ, je pense que c'est le professeur. Pour moi, c'est le plus important, c'est le professeur. Le professeur, il vient, il s'adresse à Terlingua et il a des besoins et des objectifs. Donc, il arrive, il dit, voilà, comme tu viens de le dire, oui, voilà, j'ai des élèves, j'aimerais faire du théâtre. Moi, mon rôle, déjà, c'est de savoir de quoi il a besoin. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ses élèves? Parce que le professeur, c'est lui l'expert, c'est lui qui connaît son groupe, nous, on ne le connaît pas. Et comme tu l'as dit au début de l'intervention, de notre rencontre,
Nous, on ne vient pas avec, avec une pièce de théâtre, avec un programme tout fait, avec des textes tout écrits, théâtre facile en français pour élèves de 5e. Voilà, c'est les participants qui écrivent leur propre spectacle. Voilà, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment un programme, le projet Théalingua, on le fait à deux. Donc, on part du professeur, il nous explique de quoi il a besoin, qu'est-ce que ses élèves peuvent faire et là où il veut les amener. Et ensuite, nous Théalingua, on va prendre ces informations et on va lui proposer un projet. On va lui proposer un projet parce que qui se définit avec plusieurs paramètres. Que ce soit l'aspect financier de l'école, le temps dont dispose le professeur, la plage horaire, la taille du projet, parce que des fois, c'est un projet qui peut prendre 1 journée, 2 journées, qui peut prendre 3 mois. Tout ça, ce sont des éléments qui vont influencer le projet. Donc, nous, notre rôle en tant que théalinguiste, c'est de vous proposer de vous dire que voilà, ce projet-là, il est faisable. Un professeur qui nous dit j'ai envie de monter du Molière en 2 mois, peut-être que c'est possible, mais il faut les conditions nécessaires. Et ça, c'est notre rôle de théalinguiste de vous dire ça, c'est pas possible, ça, c'est possible. Oui, je suis professeur, j'aimerais proposer un spectacle pour les parents à la fin de l'année. D'accord. Donc, si vous voulez proposer un spectacle d'une vingtaine de minutes, vous allez avoir besoin de temps de séance dans ces conditions avec 2 ou 3 théalinguistes. Voilà. Donc, concrètement, les professeurs peuvent ou les animateurs peuvent nous adresser sur notre site internet. On a un formulaire qui s'appelle Mon projet et ils peuvent commencer à décrire ce dont ils ont besoin. Le nombre de jours, leur objectif, leurs besoins, décrire un peu le groupe. Et ça nous aide déjà à proposer un premier projet. Et après, c'est un échange de mails, une discussion, etc., jusqu'à temps que tout le monde soit d'accord. Exactement, parce que chaque école est différente et l'organisation est différente et on a besoin, voilà, des fois, moi, c'est à 8 heures, lui, c'est à 9 heures et voilà, on se met d'accord. Ensuite, il faut trouver le théalinguiste aussi, selon les disponibilités, tout le monde est occupé. Ouais. Voilà, donc ça se passe comme ça. Donc, c'est vraiment un travail commun. Super. Alors, on parle beaucoup de l'Allemagne parce qu'on a beaucoup de théalinguistes en Allemagne, mais on commence à être un peu plus voilà, répartis en France et en Allemagne. Voilà, Emma est en France en ce moment. Alessandra, elle est à Grenoble. Voilà, on travaille aussi dans la région frontalière. Voilà, faut vraiment pas hésiter en fait à prendre le temps de savoir, de se dire, OK, c'est possible, mais il faut s'organiser. C'est un peu ça, si je résume. On s'organise et on fait. On s'organise et on fait. Il y a une bonne question qui peut-être dans le chat Oui. à laquelle on peut répondre maintenant, je pense. Je lis la question. Vas-y. Comment est-ce que les enseignants théalinguistes font avec les 2 casquettes? Est-ce qu'ils consacrent une partie est-ce qu'ils y consacrent une partie de l'année, quantité d'heures, projet Théalingua et au spectacle? Est-ce qu'ils réservent une partie de l'année, nombre de séances déterminées? Comment alterner, gérer entre l'espace fermé, serré, contraint de la classe où le corps n'a pas de place, l'espace de jeu, la liberté, créativité propre au jeu théâtral? Si vous voulez bien, je vais essayer de répondre. Ouais, vas-y. Parce que ça concerne mon quotidien, en fait. En fait, d'abord, je pense qu'il faut être extrêmement souple, c'est-à-dire que tout est possible. Cela dépend du projet, c'est-à-dire qu'on peut décider de faire une séance par mois, une séance tous les 15 jours, une séance par semaine, ou bien 10 minutes par séance de cours. Voilà. Donc, moi, justement, je suis en train de travailler sur ce projet. Donc, 10 minutes de théâtre, d'activité théâtrale à chaque début du cours, ou bien à la fin du cours, tout dépend un petit peu des objectifs de la séance. Donc,
Tout est possible. Le tout, c'est d'arriver à une création qui peut être une petite création. Nous, on s'est mis comme objectif d'avoir donc pour chaque trimestre une petite création qui peut être quelque chose de très, très simple. Au premier trimestre, c'était un tableau théâtral. Voilà. Et notre objectif final, ce sera de créer une carte postale théâtrale, c'est-à-dire que nos élèves vont se présenter sous forme de théâtre à leur correspondant italien. Voilà, ça c'est un peu notre projet. Et du coup, on va réutiliser bien sûr la première création, la création du premier trimestre où il y avait justement ces petits tableaux. Par rapport à l'espace, pareil, donc de temps en temps, moi je travaille dans une salle polyvalente, bien sûr, mais au quotidien, je travaille dans ma salle, qui n'est pas une grande salle, hein, mais on peut pousser les tables, pousser les chaises, créer un espace vide. Là, j'ai fait un petit clin d'œil à Peter Brook, donc il faut un espace vide pour pouvoir avoir quelqu'un qui occupe cet espace et on fait déjà du théâtre. Donc, dans cet espace vide, on peut faire énormément de choses, même si la place est restreinte. Voilà. Yep. Je vais repasser tout de suite la parole à Kim qui voulait rajouter quelque chose, je t'en prie. Merci Damien. Juste par rapport à ce que disait Axel, par rapport à comment prendre contact, comment monter un projet, aussi de ne pas craindre que si vous avez l'impression peut-être qu'un projet ne correspond pas exactement à ce truc précis, je suis un prof qui a des élèves, etc. À l'époque où Novatrice a rencontré Théalingua, on leur a dit nous on fait de l'interculturalité, on trouve ça cool ce que vous faites, vous ne voulez pas qu'on fasse un truc ensemble? Et je pense que c'est aussi possible d'arriver avec des formats moins classiques et des envies juste de collaboration et de monter des choses. Et qu'il y a aussi, on n'a pas tous les mêmes profils. Tous les théalinguistes sont très différents et ont des forces différentes. Et je pense qu'on peut travailler sur plein de formats, même si le format le plus classique du théalinguiste est effectivement celui qu'Axel a décrit tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est super, ça me permet de faire un pont. Je vais poser une question à Anaïs, mais je rappelle que vous pouvez poser vos questions. Vraiment, on va y répondre tout à l'heure. Là, elle est en train de rassembler, Camille, toutes les questions. Anaïs, à quoi ça ressemble à la fin un projet qu'on a construit à Théalingua ça ressemble à quoi? On fait une pièce de Molière de 2 heures, on fait Le Malade imaginaire. Est-ce qu'on fait des mimes? Est-ce qu'on fait quoi? À quoi ça peut ressembler? Ça dure combien de temps? Alors, définitivement, déjà, c'est ce que tu avais dit, c'est une des choses que tu as commencé à dire, c'est de la création collective. Donc, même si on part d'une œuvre existante, que ce soit le support d'un film, que ce soit un texte, que ce soit une thématique, en fait, il faut que ça vienne du groupe et à la fois aussi du professeur. C'est aussi là que le lien est assez fort à avoir entre le théalinguiste et l'enseignant. C'est que du coup, on peut très bien partir d'une thématique qui est étudiée en cours. Ça peut être effectivement l'environnement, ça peut être les médias, ça peut être la rencontre franco-allemande ou les rencontres franco-italiennes, je ne sais pas, les problèmes de racisme aussi. On peut vraiment parler de n'importe quelle thématique, en général en lien avec le cours ou pas. Mais dans tous les cas, il faut que les élèves y trouvent un intérêt. Donc, des fois, il y a un espèce de compromis, de réajustement à faire avec les élèves. Au niveau… en fait, on va tourner autour de ces thématiques et on va rêver la thématique ensemble, en fait, avec les élèves. C'est-à-dire que n'importe quelle thématique peut devenir… intéressante et ludique. On va toujours réussir à trouver quelque chose de ludique dans un cadre toujours bienveillant, sécurisant pour les élèves. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par chercher un personnage qu'on pourrait trouver dans cette thématique-là. Physiquement, comment il est. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut dire? Et c'est là, du coup, qu'on vient se nourrir de ce qui a été fait en cours, par exemple. On peut aussi reprendre des textes courts qui ont été étudiés. Alors, texte court, ça peut être juste une phrase ou un mot thématique que les élèves ont appris. Au niveau du temps, c'est un petit peu ce que beaucoup de mes collègues ont dit, en fait. Effectivement, on ne peut pas monter un spectacle qui va durer 2 heures.
Moi, dans Tailingua, je crois que j'ai jamais fait de spectacle de 2 heures. Par contre, en général, par exemple, à la fin d'une project tag, c'est arrivé qu'on montre à un groupe qui était en parallèle avec un autre linguiste. Ouais, Projekttag, c'est un mot allemand et ça veut dire une journée de projet. Voilà, une Ouais. journée de projet où on a à peu près 5 heures avec les élèves en tout, globalement, si je raconte pas de bêtises. Ouais. Où on a eu le temps de se rencontrer en tant que groupe de théâtre et évoluer ensemble. Et donc créer quelque chose à présenter au groupe qui travaille en parallèle. Et ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure. Après, la durée de la présentation, moi j'aurais tendance à dire ça peut être aussi très bien 5 minutes, même si on a eu le même laps de temps. Il vaut mieux que ce soit 5 minutes à la fois de qualité théâtrale, puisqu'on est quand même garant aussi ça que les élèves présentent quelque chose, une production qui tienne la route, entre guillemets, théâtralement parlant, mais aussi au niveau de la confiance. Pour moi, c'est juste pas possible de présenter quelque chose en me disant là, les élèves vont être perdus sur scène, ils savent pas quoi faire. Non, il faut qu'ils soient en sécurité aussi par rapport à ce qu'ils vont présenter. Donc, on peut présenter des petites pièces. En général, c'est ce qu'on fait, des petites scènes. Des petites scènes qui vont trouver un lien. Par exemple, on peut avoir, si j'ai un groupe de 12 élèves, on peut avoir plusieurs groupes de 4 ou de 3 qui font des scènes qui ont eu la même thématique. Entre-temps, on trouve des scènes collectives où tous les jeunes vont venir sur scène, par exemple. Ou est-ce qu'ils restent aussi sur scène, par exemple, peut-être en arc de cercle derrière, et ils font écho, des fois ils font les bruitages. Voilà. On peut trouver plein de choses. On s'appuie toujours vraiment sur cette idée de collectif et sur cette force du collectif. Et puis, il nous est arrivé aussi d'avoir des aventures où on se filme, où on fait aussi des projets d'échange franco-allemand, d'échange entre 2 langues pour ouvrir un petit peu au franco-allemand. Par exemple, je peux très bien co-animer avec un collègue qui est dans sa langue, qui n'est pas la langue française, et avoir des élèves voilà, qui font un échange. Ouais. Donc, chacun a un linguiste qui va lui parler sa langue. Je pense que tu peux parler, par exemple, d'un projet qu'on développe avec Lofage qui s'appelle Finchen, qui est un projet qui commence online et qui finit en réel avec une rencontre. Donc, c'est très facile pour les classes, parce que même pour les petits, parce qu'on fait vraiment les choses en ligne au début avec des rencontres par Internet. Et puis, si on y arrive, on se rencontre en vrai à la fin pour créer un petit film. Voilà, façon Buster Keaton, ouais. C'est très sympa. J'ai une dernière question à Anouk et après, on va passer. Il y a vraiment des questions formidables qui nous. Enfin, oui. Mais donc, Anouk, je voudrais simplement te demander, quand on est. Parce que Théalingua fait de la formation professionnelle. Donc, on forme des théalinguistes, mais on va aussi au-delà, on apporte des outils pour toutes les personnes qui ont en charge des groupes, des outils pour se connaître, pour structurer, pour faire du théâtre avec un groupe, pour connaître son corps, pour pouvoir utiliser son corps comme média pour enseigner. Parce que voilà, il n'y a pas que des PowerPoint dans la vie, il y a aussi son énergie, il y a aussi comment on gère un groupe avec son corps. Donc, à quoi ça sert de se former à ce truc-là, alors que tu as déjà un métier, tu as déjà fait 5 ans d'études, tu as passé des examens impossibles, tu as ton diplôme. Pourquoi? Alors, pourquoi se former? La formation, pour moi, tout au long de la vie, c'est une évidence et c'est aussi pour se professionnaliser, je dirais. J'ai déjà fait, moi, des projets théâtre avec mes élèves spontanément, avec ma méthode sortie du chapeau. Mais je me rends compte qu'avec une méthode professionnelle, une autre approche, ça permet vraiment d'avoir des outils pour aller beaucoup plus loin. Alors, justement, tu faisais allusion à la formation professionnelle. Donc, bon, en tant que professeur, c'est évident pour animer des groupes. Pour moi, je trouve, en tant que professeur de langue. Mais effectivement, ça peut servir aussi pour soi-même, même si on ne veut pas s'en servir pour animer des groupes de théâtre.
pour soi-même en tant que professeur, avoir la bonne posture, être créatif, savoir mieux utiliser sa voix. Et du coup, ce qu'on fait pour soi-même, ça va être communicatif, en fait, je trouve, avec le groupe. Et ça peut servir dans d'autres contextes, effectivement, dans la formation professionnelle, dans l'orientation. Alors, on parle déjà d'orientation au niveau du collège. Quand les élèves font des stages, ils doivent aussi apprendre à se présenter, apprendre à affronter un petit peu le stress de l'entretien d'embauche. Puis dans plein de situations de la vie, en fait, ça peut servir. Voilà, donc moi je trouve que quand on se forme, voilà, ça évite de se scléroser, ça évite de s'ennuyer. Ça permet surtout aussi de rencontrer plein de personnes différentes qui vont apporter des éclairages et des expériences de vie. Enfin, c'est encore même beaucoup plus riche que le seul théâtre lui-même, quoi. Au niveau humain et voilà. Que dire de plus? Voilà. Non, mais Se former, très bien. c'est presque une nécessité. Enfin, je dirais. Moi, bon, c'est pareil pour la psychosomatothérapie. Pourquoi je me suis formée? Pour avoir tous les outils professionnels. En fait, le rôle du corps, le rôle de l'écoute et les interactions. Hein, voilà, l'interrelationnel entre les personnes et puis l'interrelation entre le corps et la tête. Et voilà, parmi la tête, ça me fait penser, parmi les professeurs, peut-être d'allemand, moi j'ai toujours entendu les professeurs d'allemand, on est carré, on est structuré, etc. Il n'y a pas que les professeurs. On voit souvent dans les groupes, nous-mêmes en tant que théalinguistes, avant la formation ou pendant, on se rend compte au début qu'on est assez cérébraux quand même. Et parmi les gens qui ont fait des études que tu nommes impossibles, voilà, parfois on est dans notre tête, on réfléchit comment faire, etc. Et je trouve que la méthode Théalingua permet de manière simple, en fait, c'est ça, de manière simple, de repasser dans le corps rapidement et de trouver des choses, voilà, de faire sortir des choses qu'on n'aurait pas trouvées en lisant 150 pages de théorie. Donc voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. C'est l'alliance de la théorie et de la pratique. C'est ça qui est l'expérientiel et le réflexif par derrière. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, tu as répondu à ma question admirablement. C'est parfait. On va justement passer à vos questions. Là, j'en ai deux là, que m'a passé Camille. La première, c'est comment devenir théalinguiste? Eh ben, il faut se former. Nous, on propose des formations à la méthode Théalingua. Toutes les informations sont sur notre site internet théalingua.com et la formation se passe en 3 temps. Le premier temps est ce qu'on appelle une formation de base où on apprend les bases, comment construire un cours, les exercices, toutes les fondations de notre méthode. Et après, le deuxième temps, c'est un accompagnement sur des projets. Donc, on vous accompagne sur 2 projets parce que travailler ensemble, c'est bien, mais travailler dans le réel avec un groupe pour monter un projet, voilà, c'est là qu'en fait que les choses se passent. Hein. C'est là que les choses s'apprennent. Donc, nous, on vous accompagne, on vous coach en fait sur 2 projets. Et ensuite, on passe à un troisième temps qui est la certification. C'est un peu plus court, c'est 3 jours, où là, on apprend un petit peu plus comment ça fonctionne de manière administrative et comment on fait des retours, comment on organise, on monte un projet avec un professeur. Tout ça, c'est sur notre site internet pour accéder à la méthode. Mais avant, vous pouvez… Enfin, je vous donne 2 petits tips comme ça, 2 petits trucs. C'est d'abord vous procurer un livre qu'on a construit ensemble qui s'appelle 99 exercices pour la création théâtrale, qui regroupe des exercices. Ah ben voilà, il est là. Tiens, Anouk, tu peux parler qu'on te voit à la caméra? Parce que si tu ne parles pas, on ne te voit pas. Ah oui, on me voit pas. Voilà. Et donc, cet exercice, ce livre regroupe des exercices avec des variantes et c'est vraiment une base à partir de laquelle on peut travailler. Et on a aussi une chaîne YouTube sur YouTube. Donc, allez-y maintenant que vous êtes sur un ordinateur, vous allez sur YouTube, vous cherchez Théalingua et vous vous abonnez et vous allez voir, il y a plein d'exercices expliqués à l'oral sur qu'est-ce qu'on peut faire
pourquoi, dans quelles circonstances, j'ai envie de travailler la concentration avec un grand groupe, etc. Voilà, deux petits trucs pour le moment. Ouais, vas-y, toi. C'est là? Oui, c'est deux autres questions. Ouais. Françoise. Ah. Alors là, ça, je vais vous laisser répondre, mes chers, tu es un linguiste. Mais Françoise, est-ce que tu veux poser ta question à l'oral ou je la pose? Est-ce que tu veux prendre la parole Oui, faut me la Ouais, poser. super, Sinon, merci. Bonjour. je vais comme qui que je ne connais pas, mais vous n'allez pas m'arrêter. En fait, moi, je suis convaincue déjà de tout ça parce que je fais tout ça comme autodidacte en Italie. Alors, j'ai un doctorat en droit, mais je suis formatrice de français langue étrangère dans les collèges depuis longtemps. Oui. Et je ne fais que de la méthode, l'approche actionnelle. Et comme le français est totalement en train de disparaître des collèges en Italie, donc moi, je fais des jeux de rôle, tout ça de ma propre initiative. Parce que quand on sait la langue transparente qu'est l'italien et pas du tout le français, et on ne leur fait pas travailler. Donc, je rejoins tout à fait ce que disait, je crois, Alessandra, parce qu'elle, par contre, je pense qu'elle est en France. Moi, c'est le contraire, je suis en Italie. Ouais. Et je fais tout ça déjà en classe, moi spontanément, les jeux de rôle, parce qu'il y a une urgence orale au niveau de le français est en train de disparaître en Italie, pratiquement l'espagnol, parce que c'est une langue pas transparente pour les Italiens, le français, et on ne travaille effectivement pas assez l'expression orale. Donc moi je fais un peu comme moi, Annie, comme moi, tout à fait de façon autodidacte, mais en Italie, il y a franchement maintenant urgence. Hein. Et on devrait d'ailleurs faire des laboratoires de théâtre pratiquement, ce que je mettais dans la chat, pratiquement obligatoire, hein, parce que les élèves ne s'expriment pas assez, ils ne s'émotionnent pas en langue étrangère. C'est vrai que c'est pas en apprenant des vers de Molière qu'ils vont apprendre le français. Je dis pas actuel, mais puis c'est surtout très inclusif. Pour les apprenants qui ont des difficultés, des troubles d'apprentissage, on peut pas faire meilleure activité que celle-là. Mais tout ça, ça n'est pas pratiqué. Puis moi, je suis dans le sud de l'Italie en plus. Donc, c'est un peu un combat, même avec les directeurs de collège, parce qu'on ne peut pas mettre en place des laboratoires de théâtre. Au niveau du français, il y a urgence. Hein. Il y a franchement urgence. D'accord. La phonétique, la prononciation, le rythme, l'intonation de la langue, tout ça. Moi, je fais aussi de la traduction juridique à côté. Donc, je touche aussi à... J'ai un commerce à mon compte, donc, mais bon, le français, langue étrangère, reste il y a effectivement beaucoup de choses à faire par le théâtre et qui ne sont pas, dans certains pays, peut-être pas assez développées. Je m'arrête là, sinon... Ouais, non, mais alors, moi j'ai ta question résumée là, en quelques mots. Comment rendre incontournable et quasi obligatoire le théâtre en langue étrangère? Comment faire ça? Donc, c'est une question de lobbyisme. Il faut séquestrer un ministre. Comment on fait? Moi, je pense, si tu me permets, Oui. j'interromps parce qu'on parle de l'Italie, donc je suis assez Bien sûr, vas-y. sensible à ça. Effectivement, donc j'ai eu l'occasion de faire des échanges justement et de voir les collègues qui enseignent le français en Italie et je suis entièrement d'accord voilà, avec la collègue qui est intervenue. Il y a une urgence, c'est vrai qu'il y a une urgence, il y a un travail de sensibilisation à faire auprès justement, voilà, bon après en Italie, il y a des choses qui, au niveau de la formation qui sont un peu plus difficiles à faire passer, mais je pense qu'il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Et c'est un peu l'idée de développer un peu Théalingua aussi dans d'autres pays que l'Allemagne, la France. Donc, on va y arriver. Absolument. Alors, il y a quelqu'un qui a le surnom Bodo ou Bodov, ou son prénom, je ne sais pas. Est-ce que tu peux poser ta question qui est très intéressante, que tu as posée sur le chat, mais en live? Pas du tout. Oui, je peux. Oui, super. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Ouais, enfin, c'est ça ce qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai déjà fait un projet de théâtre interculturel et avec 3 langues, le français, le grec et l'allemand. Et pour moi, enfin, ce qui était le plus difficile, l'apprentissage des langues. Enfin, moi, j'avais pas l'impression. Enfin, on a quand même appris, ils ont aussi parlé des mots, mais on a surtout travaillé avec des gestes, des images, des sons qu'on peut faire sur scène, et on a moins travaillé avec la langue étrangère, puisqu'évidemment, il y avait beaucoup de Grecs qui avaient vraiment du mal à prononcer un seul mot en français, et l'inverse. Et du coup, ils ont parfois dit un mot ou quelque chose comme ça, mais pas plus. Du coup, je me demande si, pour moi, c'était pas un apprentissage, un vrai apprentissage de la langue. Du coup, je me demande comment ça fonctionne, comment on peut le faire avec le théâtre, ou s'il faut simplement plus de temps, ou peut-être, voilà. Oui.
Ouais, ouais, vas-y, Kim veut répondre. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'était un vrai apprentissage. Parce que enfin, même un mot, et je voyais Anaïs qui opinait, oui, c'est un mot, c'est déjà un mot. Et en fait, c'est déjà apprendre. Et on se familiarise l'oreille et c'est déjà un pas, en fait, dans la langue étrangère. Et c'est souvent le plus difficile, c'est en fait le moment où on essaie de s'approprier la langue et où, ouais, on dit un mot sur une scène, mais c'est déjà un vrai apprentissage. En fait, je pense qu'il faut se sortir de ce vrai apprentissage, pas vrai apprentissage, qui est évalué en termes de combien de mots tu as appris. En fait, je pense que c'est pas là que ça se joue et plus dans je me lance et je suis dedans en fait. Donc je dirais ouais, c'était déjà un vrai apprentissage ce que tu as fait et je pense qu'il ne faut pas vouloir absolument arriver à un résultat spécifique, mais dire chacun va prendre en fait ce qu'il peut et va apprendre ce qu'il pourra de la langue et pas se fixer des objectifs trop élevés et laisser chacun faire à son rythme aussi. Il faut avoir cette souplesse-là, je pense, quand on veut faire un apprentissage à travers le théâtre. Mais peut-être, Anaïs, tu peux peut-être compléter du coup. Oui, moi, du coup, juste, ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai. Après un échange, du coup, qu'on avait eu online, juste pour moi, ça a été une vraie victoire, mais on en a ri avec l'enseignant. L'enseignant, donc en France, qui n'est pas dans une région frontalière, m'a dit, bah, suite à cet échange-là, en fait, les parents des enfants ont réalisé qu'apprendre une langue étrangère, ça servait à communiquer et à rencontrer les autres. Bah, on a gagné, Ouais, enfin, ouais. quelque part. Donc, ça prête à sourire, mais pour moi, là, rien que ça, en fait, on parle même pas d'un mot, en fait. Bon, ils ont parlé, mais rien que ça, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour aussi de la langue, je pense aussi. Voilà. Super. Peut-être que je vais ajouter quelque chose. Que l'apprentissage des langues, c'est un peu comme regarder une plante qui pousse. Voilà, on la regarde toute la journée, on la voit pas pousser, mais pourtant elle pousse. Et c'est un peu, elle grandit, ça fait des fleurs. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses se faire, mais elles se font quand même. Et un jour, ben, il y a une rose, un jour, il y a une fleur. Et voilà, c'est un peu comme ça, ça vient un peu par surprise. Sabine, est-ce que tu m'entends? Sabine, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux poser ta question? Oui, je la Oui. sens qui se connecte. Oui, vas-y. En fait, ma caméra, on me l'a stoppée. Le co-host m'a stoppé la caméra, mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de me voir. Sabine Caïrou, je travaille à l'université Humboldt et je voulais savoir, parce que je suis dans le milieu universitaire, Oui. Est-ce que c'est possible de monter des petits projets? Ma collègue l'a déjà fait avec le tandem, mais en dehors du tandem, c'est-à-dire dans un cursus universitaire ancré, à savoir sans compliquer les choses, des objectifs universitaires, c'est-à-dire se préparer, par exemple, à une mobilité Erasmus. Sachant qu'on a 12 à 14 semaines et seulement une heure et demie par semaine. Alors, c'est exactement ce qu'a expliqué Axel tout à l'heure. Oui, en fait, on va d'abord répondre oui. Après, on va respirer et après, on va essayer de regarder comment on peut faire. Quels sont vos objectifs? Où est-ce que vous voulez spécifiquement travailler? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire directement en cours avec vous? Est-ce qu'il y a des choses où on intervient spécifiquement? Dans quel laps de temps? Est-ce qu'on peut faire un effort et brouiller un petit peu les pistes des cours pour avoir une demi-journée, par exemple, ou pour avoir une journée complète pour travailler sur quelque chose? C'est possible. On a déjà justement à la Humboldt travaillé avec Katharina Wieland, qui est une experte sur les langues, et on avait travaillé sur une semaine pendant les vacances avec alors si je ne me trompe pas, je crois que c'était des troisième années en langue, et on avait travaillé sur la Umgangssprache, c'est comment ça s'appelle en français, la langue du quotidien, Familière. la langue de la rue, la langue un peu Familière. Langue familière. familière, voilà, pardon, merci beaucoup. Et c'était vraiment leur objectif parce qu'ils avaient besoin de ça pour avancer. Donc, encore une fois, on fixe les objectifs, on essaie de trouver le temps qu'il y a, on regarde
précisément qu'est-ce qu'on peut faire et on construit le projet avec ça. D'accord, merci. Ça répond à votre question ou, Oui, tout à fait, merci. C'est formidable. J'ai encore une question de Pauline, mais ouais, Pauline. Pauline Torres, Pauline, tu es là? Tu n'es pas là? Tu as disparu? Oui, je suis là. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis désolée, j'ai une très mauvaise connexion. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement, on t'entend parfaitement. Super. Du coup, moi, je travaille dans une association marocaine, un centre culturel. Oui. Et on a des cours de langue et on essaie de mettre en place un café des langues. Du coup, on a plein de jeunes qui sont super intéressés par le théâtre. Mais voilà, du coup, on n'a pas forcément accès à des formations comme celle de Théa Lingua. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait quelques ressources, quelques conseils pour essayer de commencer avec des petits exercices à introduire le théâtre dans les cours de langue. Mais du coup, vous avez déjà un peu répondu avec votre répertoire de 99 exercices. Ouais. Est-ce qu'un théalinguiste veut répondre? Peut-être brièvement juste sur le cahier d'exercice, parce que c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup utilisé dans d'autres cadres, dans des formations autour de l'interculturalité, dans des ateliers de traduction qui ne tournent pas autour du théâtre. Et le cahier d'exercice, effectivement, c'est un must, en fait, pour introduire de manière plus simple dans l'accompagnement qui pourrait vous intéresser, en fait, si vous n'avez pas le temps de vous former davantage. Mais je pense que c'est un vague début de réponse, mais d'autres feront mieux, si possible. Ouais, non, mais c'est bien, ouais. Je crois que dans le cadre de la formation continue, parfois il y a des formations qui peuvent être financées par certains organismes. Si c'est ça, si c'est une question financière, je pense que ça peut valoir le coup quand même qu'une des personnes de l'association se forme. Et puis, voilà, là, il y a des possibilités, je sais, dans les organismes de formation. OK. Et puis, la chaîne Théa Lingua, voilà, la chaîne YouTube, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de petits tuyaux aussi pour commencer comme ça. Ouais. Est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui, pardon, merci beaucoup. Super, Pauline. Et peut-être Théa Lingua au Maroc. Mais quand tu veux, je suis ouais. Maroc, Algérie, là, moi je suis à fond là. Il y a Mardas, alors je pense que c'est Georges. Est-ce que tu es Georges de Athènes que je connais? Oui, c'est Georges, vous m'entendez? C'est toi? Oui, on t'entend. C'est moi. On t'entend pas très bien, mais on t'entend. Vas-y, pose ta question. Non, justement, je me demandais, comme j'enseigne le théâtre, mais en même temps aussi le français, comme je suis enseignant de FLE dans une petite école à Athènes, donc je me demande si on doit tout le temps se fixer les objectifs linguistiques, c'est-à-dire être strict avec ça. Ça veut dire, je me réfère à cet exemple de la collègue italienne qu'elle a parlé de cette idée vraiment intéressante de la carte postale. Est-ce que ça peut se combiner avec, par exemple, c'est pas une activité écrite où il faut faire des choses à la fois, c'est-à-dire écrit, oral, etc. Il faut faire aussi des travaux linguistiques ou travailler sur la langue en même temps. C'est possible. Ou c'est seulement du théâtre qu'on fait, de la création artistique, culturelle, je sais pas. Donc, vas-y. Alors, vas-y. Ouais. Voilà, donc en fait, on a des objectifs d'apprentissage dans nos cours. Hein, donc voilà, je ne sais pas, je décide que là, avec mes cinquièmes, je dois leur apprendre à se présenter, à dire ce qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, etc. Bon, on a des structures. Voilà, donc du coup, cette structure, on va l'injecter, si on peut dire ça, dans notre travail théâtral. C'est-à-dire qu'on se sert de ce travail pour renforcer et pour d'abord renforcer les apprentissages, mais en fait pour leur apprendre, pour les aider à mémoriser des structures dont ils vont se servir après par la suite pour s'exprimer. Donc bien sûr, à côté de ça, on est toujours des enseignants. Donc à côté de ça, il y a aussi un travail écrit, forcément, et il y a des exercices, il y a l'entraînement. Et c'est une activité complémentaire, ce n'est pas quelque chose qui est dissocié par rapport à notre travail d'enseignant. D'accord, merci beaucoup. Alors,
On va bientôt terminer là dans 5 minutes parce que ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Camille va vous faire passer dans le chat tous les liens avec les choses dont on a parlé. Donc, il y aura le lien pour trouver le cahier avec les 99 exercices, notre chaîne YouTube, etc. Elle vous envoie un PDF là, que vous pouvez télécharger avec énormément de liens, de documents et nos contacts. Voilà. Nous organisons notre prochaine session de formation pour devenir linguiste sera au mois d'avril à Berlin. On commence à Berlin. Et vous trouvez aussi également sur notre site internet les sessions futures prévues. Et on va commencer une série de sessions à Lyon, en France, en région Rhône-Alpes. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de prendre le temps de se former, de prendre le temps d'expérimenter ce qu'on fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout faire en 2 mois. Voilà, on peut faire la formation de base, expérimenter pendant 2 ans, voilà, avoir des outils pour pouvoir déjà travailler avec son groupe, et puis après aller un petit peu plus loin et se former plus et peut-être finir par devenir linguiste et qu'on travaille ensemble. Notre objectif, notre vision, c'est qu'on se serve du corps pour apprendre partout sur la Terre, dans toutes les langues et dans tous les sens. C'est un objectif qui est énorme, mais ça nous semble très important d'oublier son cerveau et puis de commencer à travailler avec son corps et pour l'apprentissage. Toute notre démarche, elle est avec cet objectif. Et ça ne s'arrête pas au franco-allemand ou au franco-italien ou à italien-allemand. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller partout, voilà, avec toutes les langues. Et pas seulement en Europe, et voilà, les langues asiatiques et les langues africaines, etc., etc. Est-ce qu'il y a encore une question, quelqu'un qui se sent frustré et qui voulait dire quelque chose et qui n'a pas eu encore l'occasion? Je vois Anna qui me demande, est-ce que vous allez organiser des formations à Paris? C'est dans notre tête, ce n'est pas prévu encore, ce n'est pas posé, mais c'est dans notre tête. J'ai habité Paris 15 ans, j'ai un peu des contacts, donc en fait, ce n'est pas totalement fou. Oui, ça va arriver. Il faut attendre encore un petit peu, mais ça va arriver. Merci beaucoup. Alors, juste un dernier petit mot pour se dire au revoir, nos chers linguistes. Et puis après, on va pouvoir clore la session pour être effectivement à l'heure. Peut-être on commence par Anouk, tu veux nous dire juste un petit mot pour la fin? Tête, cœur, corps. Et voilà. Parfait, c'est parfait. Une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Anaïs, un petit mot de revoir? Énergie. Énergie, oui. On demande toujours au groupe énergie. Axel, un petit mot? Oui. Projet. Projet. Axel, il fait des projets. Emma, un petit mot? Rêve et ambition. Désolée, je ne pouvais pas faire en un. Rêve et ambition, mais c'est parfait. Alessandra. Et moi, je dis toujours la même chose. Je suis linguiste et je suis très fière de l'être. Et je souhaite que tout le monde devienne un linguiste. C'est fantastique. Merci beaucoup. Et enfin, Kim. Et moi, je vais citer Damien dans un autre cadre, à un autre moment, qui a dit « Ça va être le bazar, mais on assume ». Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Je l'ai dit. Très bien.
Eh bien, merci à tous, merci beaucoup. C'était pour nous très intéressant. C'est parfait. Nos prochains rendez-vous, c'est dans un mois. Pile poil, on va présenter notre méthode le 24 mars. On va pouvoir, vous allez pouvoir, je pense que ce sera Marjorie et moi-même qui allons le faire, présenter étape par étape notre méthode pour avoir un petit peu un avant-goût de comment on fonctionne. Les inscriptions, voilà, on va mettre de la pub, voilà. Si vous voulez avoir des informations sur Terlingua, abonnez-vous à notre newsletter. Vous trouvez ça sur le site internet. On s'abonne à une newsletter, hein, c'est tout bête. Hein, enfin voilà, c'est pas très compliqué. Et puis dans le chat, là, il y a le petit PDF avec plein d'informations, nos contacts, etc. Est-ce que tout le monde s'est abonné à la chaîne YouTube? Je vais aller voir. C'est bien, merci beaucoup. Super, je vois des oui. Eh bien, merci beaucoup, merci chers terlinguistes. C'était une joie de vous voir, c'est toujours une joie de vous voir. Voilà, et merci beaucoup, merci à Marjorie qui nous écoute et nous entend là-bas. Merci à Georges, on se voit bientôt, je vais en Grèce bientôt, on va essayer d'aller à Athènes en même temps. À bientôt, tchuss, ciao, merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Salut Damien, merci. 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 Merci, au revoir.